Voilà donc l'objectif du jour. La zone d'un oppidum, il va falloir un petit peu explorer tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission dédiée aux Celtes. Alors après avoir vu leur origine et leur extension et leur culture, aujourd'hui nous allons nous intéresser à leur déclin. Comment ils ont perdu petit à petit leur territoire jusqu'à quasiment faire disparaître la civilisation celtique. Alors quasiment, eh ben oui, parce qu'on va voir ça aussi, l'héritage des Celtes. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Avancer comme ça, pseudo-tour. Difficile à dire. Alors on pourrait être possiblement au niveau d'une entrée en fait. On aurait une ouverture dans les remparts avec une certaine protection, avec des sortes d'avancées, de tours, ce genre de choses. On est peut-être au niveau d'une entrée d'oppidum. Revenons donc maintenant sur le devenir des Celtes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Celtes sont à leur apogée. Ils viennent en effet de terminer leur grande expédition jusqu'en Grèce et couvrent leur plus grande superficie territoriale à travers l'Europe. Mais la tendance va rapidement s'inverser. Dès ce IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains vont commencer à contre-attaquer. En effet, Rome entame sa conquête de la péninsule italienne. Juste avant la première guerre punique, en moins 264, Rome contrôle toute la partie sud de l'Italie jusqu'à l'Étrurie désormais romaine. Oh, alerte vocabulaire là. Punique, Étrurie. Alors les guerres puniques, ce sont les guerres entre Rome et Carthage, et l'Étrurie, c'est le territoire des Étrusques. C'est bon ? Ok, c'est bon. Les Celtes participeront à des coalitions pour limiter cette expansion romaine dans la péninsule, mais en vain. Vient alors le tour de la région appelée Gaule cisalpine, au nord de l'Italie, occupée par des peuples celtes. En moins 225, à Télamone, les Romains infligent une sévère défaite aux Celtes. L'avancée est alors inéluctable. En moins 222, Milan, capitale de la tribu des Insubres, est prise. Puis en moins 191, les Boïens se soumettent définitivement. Dans le même temps, les guerres puniques opposant Rome à Carthage donc permettent à Rome victorieuse de prendre possession des terres carthaginoises en péninsule ibérique et entreprennent alors d'agrandir leur conquête à travers les territoires celtibères. Pratiquement toute la péninsule devient romaine. Durant le IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome interviendra plusieurs fois au sud de la Gaule pour aider Massalia contre des voisins trop encombrants, notamment des tribus ligures. Entre moins 122 et moins 118, le roi du peuple gaulois des Arvernes, Bituite, ne voit pas d'un bon œil la progression romaine. Rome de son côté n'apprécie pas l'hégémonie que tentent d'exercer les Arvernes sur la Gaule et envoie une armée. Le roi Bituite rassemble 300 000 hommes pour aller à leur rencontre. Mais c'est un désastre pour l'armée gauloise. Dès lors, Rome a le champ libre pour relier ses domaines de péninsule ibérique à Rome et envahit donc tout le sud de la Gaule. Toute la façade méditerranéenne est prise, comprenant les territoires ligures et de tribus celtes. La région est appelée Gaule transalpine, car de l'autre côté des Alpes d'un point de vue romain, et prendra plus tard le nom de province de Narbonnaise, car Narbonne en sera la capitale. Le reste de la Gaule, dite Gaule chevelue, sera conquise par César dans sa guerre des Gaules. Le récit sur la guerre des Gaules nous est principalement connu par l'ouvrage rédigé par César lui-même, Commentaire sur la guerre des Gaules.
Un ouvrage factuel et concis d'une grande valeur historique, mais à prendre avec quelques pincettes, car forcément rédigé d'un point de vue culturel romain et aussi d'un point de vue d'un conquérant et politicien. Regardez comme je suis grand et fort et tous mes exploits contre ces braves ennemis. Dans l'idée, c'est ça, oui. En -58, Rome a déjà conquis la majeure partie du pourtour méditerranéen dans une ascension fulgurante durant ces derniers siècles. Les guerres puniques lui ont donné la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord. En -146, tous les anciens territoires grecs passent sous contrôle romain. Il est alors normal que les regards se tournent vers le nord, les territoires celtes. Ceux-ci ont déjà commencé à reculer lentement sous la pression des Daces à l'est et des Germains au nord. Les territoires de la Celtique en Europe centrale se réduisent considérablement. La majorité se concentre désormais en Gaule et aux îles britanniques. Au nord de la Gaule, les Belges sont davantage un mélange ethnique et culturel de Germains celtisés. En -58, sous la pression constante des Germains, les peuples helvètes accompagnés des Boïens, Thulinges et Latobis sont forcés à une migration, brûlant tout derrière eux leurs 12 oppida et 400 villages. Ils sont 368 000, dont près des 3/4 sont helvètes et prennent la direction de la Gaule vers l'ouest. Leur départ risque de laisser un grand vide sur les territoires abandonnés d'Helvétie et donc de libérer la place aux Germains qui s'approcheraient alors davantage des territoires romains. De plus, le trajet des Helvètes les amène à traverser la région romaine de Narbonnaise, où leur présence pourrait favoriser la rébellion d'autres tribus celtes occupées du territoire. Tout cela, César ne peut le permettre, c'est pourquoi il va intervenir pour bloquer la migration des Helvètes. À la tête d'une puissante armée, il les arrête et les affronte plusieurs fois avant de leur ordonner de faire demi-tour et d'aller reconstruire sur leurs terres abandonnées. Ces tragiques événements vont marquer le début de la guerre des Gaules. Maintenant qu'il a pied en Gaule, César ne va pas s'arrêter là, surtout qu'il doit encore asseoir sa position politique à Rome. Il décide d'aller contre les Belges, que l'on dit peuple le plus puissant de Gaule, et prend en -57 la tribu des Rèmes par surprise qui se rendent. Les Belges se rassemblent, mais leur armée est taillée en pièces sur l'Aisne et repoussée jusqu'à la Somme. Seuls les Nerviens arrivent à infliger de sévères attaques contre les Romains. En -56, César envoie des légions en Armorique et le long de l'Atlantique contre les Aquitains pour soumettre les peuples maritimes et décimer leur flotte. De ce fait, étant maître du sud, du nord et de l'ouest, il isole la Celtique du centre. L'ambition de César grandit. Il rêve de conquérir la Germanie et la Bretagne insulaire. César se lance alors contre les Bretons, posant le pied sur l'île en -55. Mais la campagne est ralentie par la grande mobilité des Bretons et l'utilisation massive de leurs chars de guerre. Cette campagne est alors plus ou moins un échec, ne servant finalement que de reconnaissance des lieux. Une seconde campagne sera lancée en -54. Partant de Portus Itius, l'actuelle Boulogne, la flotte de César s'élèverait à environ 800 navires, autant militaires que de commerce. 5 légions romaines sont à bord, une force plus importante que la première expédition, qui n'en comportait que 2. Le point de débarquement est incertain, mais se situe logiquement dans le Kent, dans les environs de Douvres. Son principal ennemi est Cassivellaunus, qui dirigeait une coalition de tribus bretonnes du nord de la Tamise. Après plusieurs batailles, dont une victoire écrasante des 3 légions romaines vétéranes de la guerre des Gaules, Cassivellaunus se rend compte qu'il ne peut vaincre César de front et choisit l'option de guérilla avec la mobilité de ses 4000 chars de combat pour harceler les Romains. Malgré ça, l'avancée de César continue. La tribu des Trinovantes, considérée comme la plus puissante de la région, se rend et la coalition bretonne de Cassivellaunus tombe en miettes. Cassivellaunus avait pris le pouvoir en écartant le roi des Trinovantes, forçant à l'exil le fils du roi, Mandubracius, qui se réfugia en Gaule auprès de César. Avec la reddition des Trinovantes à César, celui-ci remet Mandubracius sur le trône, s'assurant d'avoir un allié à la tête des tribus locales. L'expédition de César s'arrêtera sur cette victoire. Il ne s'agit donc pas d'une réelle conquête de la Bretagne, mais de la mise en place d'un allié et la possibilité de nouvelles clientèles au commerce romain, mettant le sud de la Bretagne dans la sphère d'influence romaine. La réelle conquête militaire de la Bretagne pour l'intégrer dans l'Empire romain aura lieu de l'an 43 à l'an 84.
À son retour en Gaule, César constate que la situation s'est dégradée due à des agitations provoquées par les Sénons et les Carnutes, deux grands peuples gaulois, ainsi que chez les Éburons, un peuple belge. César tente alors de rétablir la situation pour garder la face à Rome et annonce que tout est sous contrôle. Mais tout le monde n'est pas dupe et des pamphlets circulent contre César. Entre -54 et -53, les révoltes celtes sont nombreuses. Des légions romaines sont décimées. César doit courir à droite à gauche pour régler les conflits et reconstruire les troupes. Informés des remous internes contre César, les Gaulois conspirent et les Carnutes proposent de déclarer la guerre nationale. Dans leur célèbre forêt se réunit l'assemblée des druides et leurs augures prédisent le succès de cette guerre pour l'indépendance. Un chef sera choisi, Vercingétorix, prince Arverne. En -52, il rallie à lui la majorité de la Celtique du centre et de l'Armorique et entreprend d'organiser le grand soulèvement de toute la Gaule. Son plan est de couper les communications de l'armée romaine avec l'Italie. Pour cela, il envisage une offensive vers la Narbonnaise et contre les Éduins, alliés de César dans l'actuelle Bourgogne, dont la capitale est la fameuse Bibracte. Mais César le prend de vitesse et les positions se défendent, forçant le chef gaulois et son armée à se replier en pays arverne. Les Bituriges, assiégés en -52, ne veulent pas sacrifier Avaricum, la ville actuelle de Bourges, en incendiant la ville selon la politique de la terre brûlée préconisée par Vercingétorix. Ils tentent de résister héroïquement, mais la ville est vaincue et ses 40 000 habitants sont tués. Ce désastre sert de leçon aux autres Gaulois et l'autorité de Vercingétorix en sort raffermie. César entreprend alors de faire le siège de la citadelle arverne de Gergovie en fin avril -52. Mais il est trahi par ses alliés éduins qui se retournent contre lui et massacrent tous les Romains sur leur territoire. César est dérouté et manœuvre de plus en plus dans des contrées hostiles. Couplé à des problèmes de politique romaine qui le mettent en difficulté, César décide de se replier avec ses armées au sud en territoire romain. C'est lors de ce repli que Vercingétorix va commettre une erreur fatale. Décidé à s'assurer que les Romains quittent bien le pays, il envoie 3 corps de cavalerie poursuivre les Romains. Trop confiants et enivrés de leur victoire, les Gaulois jurent de n'arrêter qu'après avoir traversé 2 fois la colonne ennemie. Mais c'est sans compter sur l'expérience de l'armée romaine et de ses troupes auxiliaires. Les Romains se retournent et poursuivent les cavaliers jusqu'au camp de Vercingétorix. Surpris de ce revers, finalement, les Gaulois se replient à la capitale des Mandubiens, Alésia. Vercingétorix renvoie ses cavaliers en leur confiant la mission de rallier autant d'hommes que possible de chaque cité pour un ultime combat contre l'envahisseur. Lui-même et 80 000 hommes s'enferment dans Alésia avec 30 jours de vivres. Tout autour de la citadelle gauloise, les Romains construisent un large réseau de fortifications de 16 km qu'aucun assiégé ou secours n'arrivera à franchir. César a entre 10 et 12 légions, soit 60 à 72 000 soldats. Les renforts tardent à venir, l'ordre de Vercingétorix est mal transmis, et quand les secours arrivent, les assiégés sont déjà à bout de souffle. Les renforts gaulois extérieurs, s'ils sont colossaux avec près de 250 000 hommes et cavaliers, manquent de cohésion stratégique et s'étalent en diverses escarmouches. Malgré une percée presque réussie, les Gaulois finissent par être lamentablement mis en déroute par les Romains. Les divers contingents fuient, abandonnant le combat. Pour Vercingétorix, tout est perdu. On raconte qu'au moment d'aller rendre les armes, il monta sur son cheval et prit le temps de s'exposer en faisant le tour des fortifications, attirant tous les regards à lui en une diversion afin de permettre à certains de ses congénères de fuir. Maintenu prisonnier pendant 5 ans, en -46 après le défilé triomphal de César où il est exhibé, il sera exécuté par étranglement. En -51, César terminera de s'occuper des dernières poches de résistance gauloise lancées par les Bituriges, les Carnutes ou les Bellovaques. Toute la Gaule devient alors romaine. L'invasion romaine marque le début du déclin celte. La culture en zone conquise deviendra gallo-romaine, mêlant tradition celtique avec tradition romaine. Mis sous pression par les Romains, mais aussi les peuples germains au nord et les Daces à l'est, la celtique se réduit à une poche en Europe centrale, plus ou moins à l'emplacement des territoires originaux de la première culture celte de Hallstatt. La boucle est bouclée. Mais au nord, les Boïens, qui donnent leur nom à la Bohême, seront chassés par les Marcomanns, un peuple germain.
La Rhétie, entre Tyrol et Bavière actuelle, sera occupée par les Romains en -15. La Pannonie, région à cheval notamment entre l'Autriche et la Hongrie, tombe en -12. Entre les deux, le Norique rentrera dans l'Empire romain en l'an 40. La Celtique continentale disparaît. Les premiers siècles après Jésus-Christ marquent ainsi le progressif effacement des Celtes au cœur d'autres cultures. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, les invasions des Goths vers la Gaule, des Saxons et des Angles vers la Grande-Bretagne marquent définitivement la fin des restes de culture celte dans ces régions. C'est l'heure de notre jeu concours. Ah oui! Le commandant Cody. C'est le retour du commandant Cody dans cette saison 2. Et vous vous en doutez, il est là depuis le début. Oh! Retrouvez où est le commandant Cody dans les 3 premières émissions des Celtes pour gagner non pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 cadeaux. Ouais, ça va être encore un truc genre 4 punaises à l'effigie de Cody. Oh ouais. Ou 4 confettis orange et blanc. Mais tu... Ou 4 frites périmées déguisées en Cody. C'est fini, oui. Quoi, c'est faux, t'as du budget dans cette saison 2? Non, toujours pas. Mais jouez quand même pour trouver le commandant Cody. Il est là, hein. Ouais. Hey, quelqu'un m'écoute? Ah oui. Nous voici à l'autre endroit que je suspectais être une entrée. Est-ce que ça pourrait être une entrée, ça? Le problème, c'est qu'il y a un mur ici. Je vois pas trop pourquoi. Mais ça ressemble quand même pas mal, hein. Ça pourrait vraiment être un lieu d'entrée avec une pseudo-tour de défense. Ça ressemble un petit peu à la structure qu'il y avait tout à l'heure. Il y aurait 2 entrées à cet oppidum. Peut-être qu'ici... Peut-être qu'ici il y avait une porte en hauteur finalement, je sais rien. Il est possible aussi qu'une partie de cet enrochement soit beaucoup plus moderne par rapport à une base plus ancienne, et notamment ici. Mais là on voit quand même que le sol est taillé comme faire des sortes de petites marches d'un chemin d'accès. C'est pour ça que j'aime bien l'idée quand même que ce serait un accès ici. Au 5e siècle après Jésus-Christ, tous les anciens territoires d'Europe celtique sont occupés. Tous? Non. Des dernières petites poches celtes résistent encore et toujours à l'envahisseur. Ça me rappelle un truc, ça. Dans les îles britanniques, des royaumes celtiques vont perdurer et continuer à évoluer culturellement, et ce jusqu'au cœur du Moyen-Âge. L'Écosse et les hauteurs du Pays de Galles n'ont jamais été conquis par les Romains et ne seront pas plus inquiétés des invasions suivantes. Quant à l'Irlande, un projet d'invasion romaine fut abandonné et l'île restera indépendante et celte. Au milieu de tout ça, dans la mer d'Irlande, l'île de Man restera aussi libre. Ces 4 terres vont être le nouveau centre de l'évolution de la culture celtique durant les prochains siècles. Des royaumes se feront et déferont, c'est l'âge des royaumes des Gaëls, gaéliques. Avant d'aborder les Gaëls, parlons un petit peu des autres peuples celtiques qui ont survécu à l'invasion romaine et aux invasions germaniques de l'île. Les royaumes brittoniques, car appartenant aux Britons, sont divisés en 2 morceaux. Au nord, le royaume de Strathclyde, et plus au sud, le Pays de Galles, où il s'agira plutôt des Gallois. La frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles est marquée par des défenses en terre, appelées digues de Watt et digues d'Offa, qui s'étendent sur 250 km. Au nord et à l'est de l'Écosse actuelle étaient installées les tribus pictes. Leur langue était également associée aux brittoniques. Présents avant la conquête romaine, les Pictes seront ensuite séparés de l'Empire romain par le célèbre mur d'Adrien, construit entre 122 et 127 après Jésus-Christ. Long de 117 km, parsemé de 300 tours, il dispose de 80 fortins placés tous les 1000 romains, soit 1,4 km, et de 17 camps. De nombreux vestiges sont encore visibles, voire certaines parties reconstituées. En 142, le mur d'Antonin sera construit plus au nord, mais les Pictes reprendront le territoire peu de temps après, et le mur d'Adrien restera la frontière de l'Empire.
À la chute des Romains, le mur sera abandonné et tombera en décrépitude, les locaux se servant des pierres pour leur propre construction. Les Pictes ont laissé des traces encore visibles aujourd'hui, il s'agit des pierres pictes. Comme des menhirs. Et non, justement, ce sont des pierres dressées et gravées qu'il ne faut absolument pas confondre avec des menhirs. Les menhirs n'ont rien à voir avec les Celtes et sont largement antérieurs à ceux-ci, de plusieurs millénaires. Les Pictes ont érigé leurs propres pierres qui ont leur propre dénomination de pierres pictes pour faire la distinction. Leur utilité n'est pas encore certaine, que ce soit en lien avec des représentations de rites ou cérémonies, des délimitations de territoires de tribus, ou même une sorte d'écriture à base de pictogrammes. Environ 35 symboles différents ont été référencés sur les pierres pictes, que ce soit des symboles abstraits, des représentations d'animaux comme la vipère ou le loup, ou encore des représentations d'objets comme le miroir et le peigne. Le style va évoluer avec le temps et les pierres sont ainsi classées en 3 catégories. Les premières pierres sont datées du 6e au 8e siècle après Jésus-Christ, non travaillées dans leur forme et disposant de symboles gravés dessus. La deuxième classe de pierres, datée du 8e au 9e siècle, voit l'arrivée du christianisme avec l'apparition de symboles chrétiens et la croix. La pierre est taillée en forme plus ou moins rectangulaire. Enfin, la troisième classe de pierre, datée également du 8e et 9e siècle, n'a que peu voire pas de symboles pictes et uniquement la croix chrétienne. Alors que les Romains occupent la grande majorité de l'île de Grande-Bretagne, l'Irlande va être le berceau des Celtes appelés Gaëls. Ils vont fonder divers royaumes qui vont se succéder et envahir toute l'Irlande et même au-delà. Ptolémée dresse une liste des peuples Gaëls d'Irlande, probablement d'après les récits des marins. En 82 après Jésus-Christ, le gouverneur militaire de la Britannia romaine, Cneius Julius Agricola, comptait préparer l'invasion de l'Irlande des Gaëls. Finalement, l'invasion n'eut pas lieu. Les raisons évoquées pourraient être une rébellion dans son armée ou des troubles avec les Pictes au nord. À la place, ce Cneius Julius Agricola, il a créé un jeu, non? Dès lors, les Gaëls resteront tranquilles pour se développer dans leur île. Les Gaëls produiront leur propre système d'écriture, l'Ogham, utilisé du 4e au 9e siècle en plus de l'écriture latine. Construit comme un arbre en se lisant de bas en haut, il comprend des traits à placer comme des branches de part et d'autre d'une ligne centrale. La majorité des textes Ogham retrouvés sont liés à une fonction commémorative, comme le nom d'un dirigeant ou d'une personnalité locale. La littérature irlandaise témoignera de l'héritage celte. Les poètes, nouveaux gardiens des vieilles épopées, sauront faire coexister la transmission manuscrite avec la tradition orale issue de l'art des bardes. Au 5e siècle, l'Irlande se fait évangéliser par saint Patrick. De nombreuses histoires et légendes courent sur ce personnage iconique d'Irlande et les historiens aujourd'hui cherchent surtout à séparer la part historique des légendes inspirées d'histoires littéraires, de la Bible ou de traditions païennes irlandaises. L'apport de la chrétienté dans la culture gaélique va encore la faire évoluer. L'inspiration celtique renaît à travers les enluminures et l'iconographie chrétienne. Le livre de Kells, chef-d'œuvre de l'art celtique irlandais, est écrit en l'an 800. On y trouvera aussi des traces d'art celtique dans de nombreux objets ou les célèbres croix de pierre irlandaises, auxquelles se mêlera plus tard l'art viking, qui feront des raids sur les côtes gaëles vers le 7e et 8e siècle. Les Vikings resteront implantés en Irlande en différents points jusqu'au XIe siècle. Cet art celtique perdurera jusqu'au XIIe siècle, où l'invasion anglo-normande de 1169 apportera de nouveaux modèles artistiques, notamment l'art roman, qui remplacera le modèle celtique. Seule la littérature conservera une trace celtique. En dehors de l'Irlande, les Gaëls vont également s'étendre sur le territoire de l'Écosse actuelle. Dès les 3e et 4e siècles, les Scots, originaires d'Irlande, un des peuples gaéliques donc, commencent à s'installer au nord de la Grande-Bretagne. Ils donneront littéralement leur nom à leur terre, l'Écosse, Scotland en anglais, pays des Scots. Mais en gaélique écossais, elles seront nommées Alba pour Albion. Ils sont à l'origine aussi du prénom Scott. Au 9e siècle, les peuples pictes et scots, jusque-là ennemis, finissent par s'unir. La date de 843 marque l'unification des deux peuples, et la langue devient commune en déviant vers le scot. Les Pictes sont absorbés dans les royaumes gaéliques.
Après la résistance contre les Vikings et l'absorption du royaume Strathclyde des Britons en 1034, cela marque pleinement la naissance du royaume d'Écosse aux frontières qu'on lui connaît. Royaume qui n'est plus simplement scot et picte, mais un mélange également d'autres peuples. Au XIe et XIIe siècle, l'Écosse héritière des Gaëls va être de plus en plus influencée par les voisins anglo-saxons et par l'invasion bretonne de Guillaume le Conquérant qui fait tomber l'Écosse en 1072. La culture s'éloigne alors de plus en plus du modèle celte. L'Irlande gaélique suivra de peu, déjà perturbée par la présence viking depuis le 8e siècle, et malgré son unification territoriale en 1002, elle reconnaîtra finalement le roi d'Angleterre comme souverain en 1175. La culture gaélique tentera des retours au XIVe siècle, mais des lois normandes essayeront alors de les bloquer, comme l'interdiction de port de vêtements traditionnels irlandais, mais sans réel succès sur le long terme. Cela va permettre une survie d'un certain folklore celtique jusqu'à aujourd'hui. Le pays de Galles, ultime poche territoriale d'origine celte, tombe finalement aux mains des Anglais en 1282. Mais avec cette incroyable longévité, les royaumes des Gaëls et britanniques auront permis de faire perdurer et évoluer la culture celte pendant près de 1000 ans supplémentaires par rapport à leurs homologues continentaux. Mais qu'en reste-t-il de nos jours ? En Irlande, une part de la culture gaélique restera ancrée dans le pays jusqu'à aujourd'hui. Niveau langue parlée, des dialectes celtes ont survécu bien longtemps après la dilution des peuples et de la culture celte parmi d'autres cultures. Le gaélique du Galloway, parlé au sud-ouest de l'Écosse, disparaît il y a plusieurs siècles. Le cornique, langue en usage en Cornouailles, ne disparaît qu'au XVIIIe siècle. Mais au Pays de Galles, le gallois est une deuxième langue courante, présente partout, même sur les panneaux indicateurs. Le breton armoricain et ses 4 dialectes, le trégorois, léonard, cornouaillais et le vantais, mais aussi le gaélique écossais ou encore le manois de l'île de Man, sont toujours des langues vivantes et enseignées. Le gaélique irlandais est la langue nationale d'Irlande, même si elle n'est parlée que par environ 40% des habitants. Des émigrés écossais expulsés au XIXe siècle par des gros propriétaires terriens allèrent s'installer au Canada, en Nouvelle-Écosse et sur l'île de Cap-Breton. Leur langue forme à présent le gaélique canadien. Même le français conserve des mots issus de la langue gauloise, budget à partir de bulga, ambassade à partir d'ambactos, chemin de caminos ou chaîne de cassanos, mais aussi bruyère, savon, alouette ou char. Le lexique gaulois se retrouve également dans d'autres langues comme le franco-provençal, l'occitan, le catalan, le romanche ou l'italien. La littérature médiévale va réinterpréter beaucoup d'histoires celtiques, largement remaniées au point de difficilement différencier la part celtique originale de la part inventée des auteurs. Cette littérature de la culture celtique remaniée est appelée matière de Bretagne. On y trouvera notamment le mythe arthurien, visité et revisité, réécrit par différents auteurs. Il s'agit du mythe le plus connu populairement parlant de nos jours. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, Halloween est hérité de la plus grande fête celtique, Samonios, qui marquait le début de l'année celte. Enfin, terminons par la musique, avec ce que l'on nomme musique celtique, est un concept né au XIXe siècle cherchant à relier les diverses musiques traditionnelles et chants folkloriques issus de Bretagne et des îles britanniques. Dans l'imaginaire collectif, quand on pense celte, la plupart des gens pensent à ça, ou ça, ou ça, ou encore ça. Bref, il s'agit bien des références artistiques et culturelles de l'époque moyenâgeuse des royaumes celtes gaéliques. Peu penseront aux cultures de l'Athènes ou encore moins des premiers Celtes de Hallstatt. Il faut alors davantage dire gaulois pour que l'imaginaire replace l'image des Celtes de l'Athènes, mais souvent, comme je l'ai dit, de manière erronée et remplie de faux clichés. En espérant donc que ces vidéos vous auront permis donc de remettre un peu d'ordre dans toute l'histoire celtique et l'évolution de leur culture.
voilà, c'est la fin des émissions celtiques, alors je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut, ciao! Bon alors, ça en est où de ton contact? Eh ben, il m'a confirmé que James était bien parti dans la région, mais plus de nouvelles non plus. Donc j'ai mis en branle le réseau. T'as branlé qui? Mais non, regarde. Et donc, ça va être quoi la suite? La suite, eh ben, ça va se passer en Chine. Ça y tient.